Bonjour Sandrine Chauvin. Bonjour. Alors, je suis ravi de t'accueillir pour la deuxième fois dans ce podcast, Story of Stories, le podcast qui décrypte le succès éditorial, un succès éditorial. Alors, Sandrine, tu es directrice éditoriale internationale de LinkedIn. Donc, tu as une équipe de 130 personnes, c'est ça? 130 journalistes éditeurs. C'est ça, exactement, répartis dans 14 pays à travers le monde, dont la France. Voilà, dans 14 pays. Alors, pas les États-Unis, pas le Canada, mais tout le reste, c'est ton univers. Voilà, c'est ça. C'est Après, mon manager est quand même aux États-Unis, à New York, c'est Dan Ross. C'est l'executive editor qui est en charge des équipes de développement du contenu. Donc, c'est l'éditorial et le learning. Voilà. Et vous pilotez, donc toi et tes équipes, notamment les pages LinkedIn News et en France, LinkedIn Actualité, c'est 3 millions d'abonnés, 2,8 millions d'abonnés, c'est l'une des pages les plus puissantes sur le marché français. C'est la page la plus suivie d'un média sur le marché français qui traite de l'actualité économique pour les professionnels. Alors, on va descendre justement vraiment dans le détail de ce que vous produisez, comment vous accompagnez aussi les gens sur LinkedIn. On s'était parlé il y a pratiquement 2 ans. En fait, à l'époque, ChatGPT venait à peine de sortir. Donc, j'imagine il y a pas mal de choses qui ont dû changer, notamment dans vos process. Moi, ce que je te propose, c'est de, comme d'habitude, voir d'abord le positionnement, enfin l'idée, ce qu'on appelle l'idée, positionnement, objectif, etc. L'exécution, les chiffres du succès, et puis voir si ta routine éditoriale a changé depuis pratiquement 2 ans. Ça te va? Parfait, ça me convient. Alors, il y a un mois, vous avez publié un rapport sur les Big Ideas 2025, donc sur les grandes tendances par secteur et par géographie. Si on devait faire ces Big Ideas sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on dirait? Quelles sont les tendances importantes sur la plateforme sur 2025? Alors, il y a 2 grandes tendances. Il y a un gros investissement dans la vidéo. On a lancé un onglet vidéo que vous pouvez retrouver sur l'application à côté de votre réseau, où là, vous allez découvrir des vidéos sur notamment l'actualité économique, mais aussi des conseils de carrière, etc. Et on a aussi développé une expérience dans le fil d'actualité qui s'appelle Vidéo pour vous, où là, pareil, vous pouvez découvrir des vidéos qui sont soit en lien avec votre secteur, soit en lien avec votre entreprise, soit en lien avec vos compétences, soit en lien avec l'actualité. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième grande tendance, c'est surtout l'actualité. On voit notamment que les personnes consomment de plus en plus d'actualité, notamment sur 1 an, il y a 20% de consommation en plus des posts en lien avec l'actualité. Et c'est une actualité notamment générée aussi par les dirigeants d'entreprises qui sont de plus en plus nombreux à poster sur LinkedIn les actualités de leur entreprise ou de leur secteur. Comment vous qualifiez ça? Comment vous identifiez les posts qui sont relatifs à l'actualité? Quel est le... Alors déjà, on a, comme tu l'as dit, toute une équipe de journalistes et de community managers. Donc, on a toute une communauté de dirigeants d'entreprises ou de dirigeants d'associations ou parfois même de dirigeants politiques qu'on accompagne sur la plateforme. Donc, on est en lien avec eux comme une rédaction finalement, type Les Échos ou Le Monde, etc. On fonctionne de la même façon. Et on les accompagne pour publier ces actualités sur la plateforme. Et le deuxième pilier, c'est qu'on a évidemment des outils qui nous permettent d'identifier tous ces contenus qui sont en lien avec l'actualité, c'est-à-dire en anglais on dit timely, qui sont vraiment au moment où on doit les distribuer aux bonnes personnes. Et donc tu dis plus 20% d'engagement sur 1 an, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Donc il y a effectivement une volonté de s'informer de plus en plus sur LinkedIn. Est-ce que, on va en parler dans le détail, on va rentrer, mais est-ce que tu analyses ça comme étant peut-être un rebond de ce qui a pu se passer sur d'autres plateformes X, pour ne pas les nommer, avec effectivement, on a pu nous voir des dirigeants qui ont arrêté de publier, notamment sur LinkedIn, sur X, pour se concentrer notamment sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a un effet de vase communicant? Alors évidemment, il y a toujours un effet de vase communicant, quelles que soient les plateformes. C'est évidemment vrai de X, puisque beaucoup de dirigeants cherchent une nouvelle plateforme pour s'exprimer. Mais il y a quand même une spécificité et une vraie tendance sur LinkedIn, c'est que c'est le seul endroit où les dirigeants peuvent s'adresser à la fois à tout leur écosystème, leurs salariés, leurs sous-traitants, leurs clients,
Et tout ça dans les médias aussi, puisqu'on sait que quand ils font une annonce sur LinkedIn, c'est repris très souvent en France par l'AFP. On parlait récemment du Nutri-Score, par exemple. On sait que Thierry Cotillard avait fait une annonce qui avait été reprise. Voilà, on sait que régulièrement, c'est repris aussi par les médias. Donc, c'est aussi devenu un outil de communication pour la plupart des entreprises, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites. Effectivement, on constate, nous, qu'il y a de plus en plus de reprises sur LinkedIn, on le voit. Et pour discuter régulièrement avec des leaders qu'on accompagne aussi, effectivement... Et après, Gilles, je vais juste préciser, je pense qu'il y a une vraie tendance de fond, et d'ailleurs, on avait publié une étude pour essayer de comprendre pourquoi les personnes venaient s'informer, notamment sur l'actualité sur LinkedIn. Et l'étude est assez intéressante puisqu'elle dit que 52% des professionnels aujourd'hui pensent que se former, ce n'est plus suffisant et qu'il faut suivre vraiment l'actualité. Et d'ailleurs, il y a un autre chiffre qui, moi, m'a paru intéressant dans cette étude, c'est qu'ils sont 40% chaque jour à réserver du temps pour s'informer sur l'actualité de leur secteur, de leur métier ou de leur entreprise. Donc, il y a une vraie tendance. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie accélération des transformations du marché du travail. Tu as parlé de l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Je pense que les professionnels ont conscience qu'il y a une accélération et qu'il faut qu'ils restent au fait des tendances aussi bien dans leur secteur que dans les transformations générales du monde du travail. Ok, et pour les dirigeants, il y a sans doute aussi l'idée que LinkedIn devient une réelle plateforme d'influence. En tout cas, c'est effectivement nous les échos qu'on peut avoir des dirigeants avec lesquels on... Alors ça, c'est le cas depuis longtemps, puisque même moi, quand je suis arrivée chez LinkedIn il y a 9 ans. Voilà, exactement. et on développait le programme qui s'appelait à l'époque Influenceur et qui est devenu le programme Top Voice, qui existe toujours, qui est sur invitation de l'équipe éditoriale, c'est-à-dire mon équipe. On va y revenir là pour final, le coup, on va y revenir dans le détail. Voilà, ça a toujours été le cas. L'accélération qu'on voit, c'est le fait qu'ils utilisent vraiment la plateforme pour communiquer à tout leur écosystème et qu'ils utilisent aussi la plateforme pour partager sur les actualités. Et d'ailleurs, on note qu'ils sont, en termes de chiffres, c'est 39% d'augmentation des dirigeants qui postent régulièrement sur la plateforme sur un an. Donc, c'est quand même un chiffre qui est important. Et le deuxième chiffre qui est encore plus parlant, c'est que l'engagement sur les postes de ces dirigeants-là est 4 fois plus supérieur au poste des autres membres. Ça veut dire qu'ils arrivent à toucher et à développer toute une communauté dans leur centre d'intérêt ou en tout cas dans leur secteur. C'est vrai que nous, on publie le baromètre de la leader advocacy des dirigeants du CAC 40. La prochaine édition va paraître bientôt pour l'année 2024, donc l'édition 2025. Et c'est vrai que les dirigeants sont de réels influenceurs quand on regarde les chiffres, parfois qui s'ignorent d'ailleurs, mais bien plus que ceux qu'on a tendance à voir passer dans son fil d'actualité et dont on pense que ce sont les influenceurs de la plateforme. Quand on regarde, pour dire les choses clairement, en volume de réactions, de commentaires, etc., on a des chiffres qui feront pâlir d'envie certains influenceurs de la plateforme. Alors, je peux te redonner deux chiffres. Un, c'est une augmentation de 39% de leur nombre d'abonnés. Je corrige un peu ce que j'ai dit avant. C'est 39% de leur nombre d'abonnés et 23% de l'augmentation du nombre de leurs publications. Ouais. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leur communauté est en train de se développer de façon accélérée sur la plateforme. 23% d'augmentation sur le volume de publication, ça, effectivement, c'est des chiffres qu'on retrouve dans la analyse des COMEX du CAC 40. Alors, je te propose de commencer par la première partie qu'on appelle l'idée. On va parler en fait un peu du positionnement éditorial, mais d'abord une question. Pourquoi ce programme sur l'actualité ? Pourquoi LinkedIn investit justement dans ce travail de production et de curation d'actualité sur la plateforme ? Quel est l'objectif derrière ? Alors, il y a plusieurs objectifs. Je pense qu'il faut revenir à la base de ce qu'est LinkedIn. LinkedIn a été développé sur la base de 3 piliers. Le premier, qui est évident, c'est de trouver un emploi. Le deuxième, c'est de développer son réseau. Et le troisième, c'est de rester informé. Et les trois sont connectés ensemble. Si on est bien informé, on va arriver à développer son réseau. On s'informe aussi via son réseau. Et indirectement, ça va nous aider à trouver soit un emploi, soit trouver des clients, soit développer des opportunités économiques. Et c'est d'ailleurs la mission et le cœur de la mission de LinkedIn, c'est de connecter les professionnels aux opportunités économiques. Tout ça pour dire que le pilier rester informé ou informer les membres a toujours existé, mais il y a une forme d'accélération. En termes d'accélération, pour donner quelques chiffres et à peu près l'ampleur du média conversationnel qu'on est devenu, LinkedIn, c'est aujourd'hui 1 milliard de membres.
C'est plus de 11 milliards de connaissances, en général, rattachées aux 1 milliard de membres. Et chaque minute, c'est 1,5 million de contenus en lien avec les expertises des gens qui sont publiés. Je te dis ça pourquoi ? Parce que nous, notre activité, c'est de se dire, au-delà du fait qu'il y a toutes ces connaissances, c'est comment on organise un peu ces connaissances, comment on aide les professionnels à partager ces connaissances et surtout s'assurer que ces connaissances, elles atteignent la bonne audience au bon moment pour que cette audience reste informée. Donc, c'est vraiment ce pilier. Et ensuite, le troisième pilier de notre activité, c'est de s'assurer que les professionnels qui ont une expertise, qu'ils peuvent valoriser, développent une communauté qui leur apporte une valeur ajoutée pour développer les opportunités économiques qui vont leur servir dans leur vie professionnelle. Alors, tu parlais du volume de membres sur la plateforme LinkedIn, donc 1 milliard dans le monde. C'est 30 millions en France, c'est bien ça ? C'est ça. Et depuis l'année dernière, on a maintenant les rapports du DSA, donc avec les plateformes qui effectivement doivent publier notamment le nombre de membres actifs. Moi, j'ai noté 10 millions de membres actifs sur LinkedIn en France, qui fait de la France d'ailleurs le premier pays de l'Europe en termes de membres actifs. Je sais pas si tu peux confirmer ça. J'ai vu ça dans les rapports DSA. J'ai pas cette donnée, mais si c'est dans le rapport de DSA, je te confirme que c'est juste. Et ça représente en fait un actif sur 3 en France. Il y a à peu près 30 millions d'actifs en France. Donc, ce serait un actif sur... On couvre plus de 85% de la population active. Donc, ça veut dire qu'on couvre tous les métiers. On a des histoires, par exemple, d'un plombier à Montpellier qui racontait comment il trouvait ses clients, comment il a développé son entreprise, jusqu'au patron du CAC 40. C'est la question que j'allais te poser. Il y a toute une frange de population et on se développe partout en France, dans toutes les villes en France, sur tous les types de secteurs. On a une image un petit peu col blanc des gens qui vont se connecter, en tout cas peut-être régulièrement sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu vois comme évolution, toi, sur justement les audiences auxquelles vous vous adressez, notamment via LinkedIn Actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tous les métiers sont arrivés sur LinkedIn ou est-ce que c'est pas encore complètement vrai ? Par exemple, peut-être dans les médecins, c'est peut-être un peu moins vrai, c'est encore sur Facebook. C'est une très grosse communauté. C'est une question. Reprenons dans l'ordre. Je peux te donner un exemple. Déjà, on a investi dans tout le secteur de la grande distribution. On a une journaliste qui s'appelle Adeline Daboval, qui venait du Parisien à l'époque, qui nous a rejoint il y a près de 3 ans maintenant, et qui a développé toute cette communauté autour de la grande distribution. Elle a aussi une newsletter qui rassemble 500 000 abonnés. C'est la plus grosse newsletter sur LinkedIn et même à l'extérieur dans le secteur de la grande distribution en France. Et je te dis ça pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a aussi tous les dirigeants de la grande distribution qui sont sur la plateforme et ils discutent et ils échangent avec leurs salariés. Un exemple, je raconte souvent cet exemple parce que je le trouve fascinant et en plus, il vient démontrer que il y a bien plus que l'école blanche sur la plateforme. Michel-Édouard Leclerc a rencontré une chef de caisse ou chef d'accueil de caisse, des hôtesses de caisse. Je suis pas experte sur le nom des métiers dans la grande distribution, mais en tout cas, cette personne, c'était en Normandie, elle avait développé tout un parcours pour permettre aux autistes de faire leurs courses. Et en fait, Michel-Édouard Leclerc a découvert cette opération sur LinkedIn, a échangé avec cette personne et peut-être il n'aurait jamais eu accès à cette information ou dans très longtemps, puisque quand on est dirigeant d'entreprise, qu'on circule, etc., qu'on va lui faire des visites, tout très orchestré, très organisé et on n'a pas forcément accès à toutes les informations. Là, il a eu accès et c'est quelque chose qu'il a déployé dans d'autres supermarchés. Et cette personne est hôtesse de caisse. Pour te donner un exemple. Et tu parlais du secteur de la santé. Il s'avère que le secteur de la santé est très, très actif. D'abord parce que c'est un secteur qui subit d'énormes mutations. Pour des raisons de contraintes budgétaires, ça tout le monde le connaît, mais aussi des mutations technologiques qui sont très, très importantes, notamment en lien avec l'intelligence artificielle, qui sera sûrement un jour le plus puissant levier d'aide au diagnostic. Bien sûr, pour les radios, etc. notamment. Donc, on a plein
On a plein de dirigeants d'entreprise. Ça va du professeur Sarkozy, par exemple, qui échangeait encore récemment sur LinkedIn aujourd'hui comment l'intelligence artificielle pouvait aider au diagnostic du cancer du sein, mais il partageait aussi comment il fallait mieux diagnostiquer les cancers et les anticiper pour éviter des cancers plus compliqués. À titre d'exemple, on a Claire Mounier-Veillé, qui est spécialiste des maladies cardiovasculaires, qui est parmi nos top voice et qui partage énormément sur ces sujets-là. Et comme ça, elle a créé tout un écosystème de médecins spécialistes de ces sujets-là. Et on a aussi énormément de directeurs d'hôpitaux, voire tous les directeurs d'hôpitaux qu'ils soient publics ou privés, qui sont sur la plateforme et qui s'informent sur les changements accélérés dans ce secteur-là. Oui, donc on sous-estime en fait la pénétration de LinkedIn dans certains métiers dans lesquels en fait, qui étaient peut-être un peu moins présents par le passé. Je dirais pas qu'on les sous-estime, c'est juste que quand t'es pas dans ce secteur-là, tu quand je dis on, voilà, c'est ça. Quand ça veut dire que l'algorithme fait bien le travail. Nous, effectivement, dans les discussions qu'on peut avoir, souvent, on doit un peu convaincre, dans certains secteurs un peu particuliers, qu'effectivement, les personnes sont présentes sur la plateforme et effectivement, avec l'algorithme qui, effectivement, parfois oriente des contenus qui sont dans notre secteur, on a peut-être tendance à moins voir ce qui se passe dans d'autres secteurs qui sont pourtant extrêmement dynamiques. C'est vrai que sur la distribution, on a vu l'année dernière des grands débats sur LinkedIn autour du pouvoir d'achat, au cœur des sujets qui étaient discutés. Tout à fait. Alors, dans les audiences, moi, j'ai vu un truc qui m'a vraiment hyper impressionné, un chiffre de décembre dernier, c'est que l'audience qui pousse le plus sur la plateforme est de très loin, c'est la Gen Z. C'est donc donc la génération très jeune qu'on imaginait plutôt sur TikTok. Non, ils sont en train d'arriver en force, de plus 13%, je crois, par rapport à l'année dernière, comparé à la Gen X, qui est le deuxième, à plus 2,3% en fait sur la plateforme. Ça change un peu votre façon de vous adresser aux différentes audiences. Vous avez élargi ou changé un peu vos modèles. Alors les modèles qu'on a adoptés pour s'adapter aussi à cette audience et la façon dont ils consomment qui est très large en fait aussi, contenu, qui est très large, très jeune maintenant. C'est la génération quand même vidéo. Voilà, donc ils ont l'habitude de consommer du contenu par la vidéo. Ils veulent pas forcément des vidéos très longues, mais parfois ils veulent des vidéos très longues pour approfondir un sujet. Mais ils veulent du contenu, comme on dirait en anglais, snackable, avec des vidéos assez courtes, 2-3 minutes, pour s'informer rapidement sur les sujets essentiels qui vont les concerner. C'est pour ça qu'on a lancé l'onglet vidéo. C'est pour ça qu'on a lancé en partie l'expérience immersive. Et donc, on sait que l'engagement se développe sur ces formats vidéo, puisque c'est le format qui accélère le plus, avec une hausse des partages des vidéos, juste pour te donner un exemple, de 34%. Sur un an. Depuis le lancement ou depuis le lancement Non, sur un an, déjà avant. D'accord. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé. Donc là, ça va être encore plus avec les nouveaux formats qu'on a lancés, puisqu'on sait que cette audience, elle part de la vidéo pour s'informer et ensuite approfondir. D'accord. On va venir ensuite sur justement le positionnement éditorial et un peu l'offre éditoriale de LinkedIn Actualité, mais je reste un instant dans les audiences. Il y a une audience qui nous intéresse beaucoup, c'est l'audience des journalistes. Effectivement, nous on a tendance à penser qu'effectivement pour les entreprises et pour les dirigeants, LinkedIn c'est la plateforme pour se tailler une influence, et notamment parce que on a la possibilité désormais d'être repris et de plus en plus, on en parlait à l'instant, par les journalistes et par les médias. Est-ce que vous accompagnez les journalistes d'ailleurs à mieux comprendre comment marche la plateforme et donc à publier sur la plateforme? Vous accompagnez les médias, vous accompagnez les agences. Est-ce que tu as une vision sur effectivement comment les journalistes prennent désormais en main, s'installent sur la plateforme, l'utilisent? Est-ce que ça concerne exclusivement les journalistes plutôt éco? Est-ce qu'on voit les journalistes politiques arriver aussi? Parce que jusqu'à pas longtemps, ou en tout cas ils étaient encore très largement sur X. Quel type de population ça concerne et qu'est-ce que tu peux constater en fait de ton poste d'observation? Alors, mon poste d'observation, déjà je peux reprendre ce qu'on fait. Ouais. On a des programmes d'accompagnement de tous les éditeurs de presse.
Donc ça veut dire qu'on a des partenariats avec les Échos, Le Monde, Le Figaro, mais aussi des télés type BFM Business, etc. Donc on les accompagne, on forme les rédactions et on a aussi un programme d'accompagnement spécifique pour les journalistes, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont aussi pigistes et qui sont pas forcément dans des médias à proprement parler. Donc du coup on a des programmes d'accompagnement qui ont lieu tous les mois quasiment, où on les informe sur comment bien utiliser la plateforme, comment bien comprendre le fonctionnement de la plateforme et quelles sont les nouveautés sur la plateforme. Ce qu'on note, c'est que les journalistes l'utilisent de deux façons. Ils l'utilisent, un, pour communiquer sur le sujet et se faire connaître sur leur domaine d'expertise. Ça, c'est le premier point. Et deux, pour développer une communauté autour de leur expertise. Voilà, donc ça c'est sur leur domaine d'expertise. Et ensuite, on pense à Salomé Saké par exemple sur l'économie. Voilà, exactement. Et on a plein d'exemples comme ça. Ou Laure Closier de BFM par exemple sur ces sujets, elle est très très active. Ensuite, il y a un deuxième pilier, c'est qu'ils l'utilisent évidemment pour trouver de l'information. Donc en général, ce qu'on voit quand un dirigeant d'entreprise, si c'est en lien avec l'actualité, elle est quasiment reprise immédiatement parce qu'ils les suivent de très près dans les médias, quels qu'ils soient. Et ça peut aller d'une dépêche AFP à une couverture dans un média qui est ensuite repris par une dépêche, etc. Et donc, en lien avec tout ça, on accompagne aussi les agences de relations presse, puisqu'il est important qu'elles comprennent comment fonctionne LinkedIn, puisqu'au final, aujourd'hui, LinkedIn fait partie de leur stratégie de communication en termes de relations presse. Donc voilà ce qu'on note sur la plateforme avec les grandes tendances avec les journalistes, et on a plusieurs centaines de journalistes qui sont c'est ça, parce que voilà, est-ce qu'on a des moyens de se représenter le phénomène effectivement des journalistes qui s'emparent en fait de la plateforme LinkedIn. Alors moi je connais les chiffres de combien on a de journalistes sur la plateforme, c'est des chiffres que je vais pas pouvoir communiquer. Hélas, on est sur quoi ça? Non, c'est des centaines, c'est-à-dire que moi il se passe pas une semaine sans que je sois contactée par un journaliste ou que je sois contactée par un média pour faire une formation. Donc ils ont vraiment envie de comprendre, ils savent que c'est aussi une source d'information qui est précieuse pour eux, pour pouvoir approfondir leur sujet ou pour pouvoir justement savoir qu'il y a une news qui vient de sortir et comment ils vont la couvrir, et rentrer aussi en contact avec des personnes pour des témoignages, etc. Donc c'est un outil qui est très très précieux pour eux pour développer leur activité de journaliste et la couverture médiatique. Alors une dernière question sur peut-être le positionnement que j'évoquais en fait tout au début. Comment tu établis le positionnement éditorial de l'offre de contenu que vous créez et que vous sourcez en fait sur la plateforme. Comment tu la définirais? Et je vais te poser une question subsidiaire. Est-ce qu'il est vrai de dire qu'il y a un angle carrière très fort, qui est peut-être un peu plus important que les autres angles? Non, c'est un angle qu'on couvre parce que ça serait difficile de ne pas couvrir ce sujet sur LinkedIn, mais il n'est pas plus important que les autres. Je pense peut-être sur le traitement sur les listes, notamment d'entreprises dans lesquelles il fait bon travailler, de start-up, etc. Donc, alors l'idée c'est d'accompagner sur les tendances du marché du travail, mais si tu vas sur les listes, ce ne sont pas des conseils carrière. Par exemple, là on vient sortir les métiers en forte croissance. On a analysé sur les 5 dernières années comment les métiers évoluaient, quels étaient les métiers les plus en demande. Par exemple, il y a évidemment ingénieur en intelligence artificielle, mais il y a aussi un fait intéressant, c'est que les métiers du tourisme, type hôtesse de l'air, steward, etc., sont en plein boom parce qu'il y a un retour du secteur du tourisme. Donc c'est intéressant pour les personnes qui sont en train de se former ou qui sont en train d'investir sur un changement de carrière ou qui ont envie de savoir sur quelles compétences il faut qu'ils passent du temps pour se former, d'avoir ces informations. Ouais, avec au passage un chiffre que j'ai trouvé assez flippant. Finalement, c'est 71% des postes n'existaient pas. Enfin, donc des rising jobs que vous avez identifiés n'étaient pas dans votre liste l'année dernière. N'étaient pas dans notre liste l'année dernière, ce qui témoigne, et on en parlait il y a quelques minutes, de l'accélération sur le marché du travail et justement de la nécessité de rester informé, de s'informer
pour mieux se former au final. Et le deuxième point, c'est si on regarde aussi, tu as plus de 40% de ces emplois qui n'existaient pas il y a plus de 20 ans. C'est ça. Donc, ça veut dire, encore une fois, je pense que c'est plus une évolution des métiers. Par exemple, ingénieur en intelligence artificielle, c'est pas une compétence complètement nouvelle, mais c'est quand même une évolution sur laquelle il faut accélérer. Au test de l'air, c'est pas nouveau, c'est qu'il y a une reprise du secteur du tourisme. Donc ça suit aussi les évolutions du marché de l'économie. Et il y a des compétences nouvelles, les compétences nouvelles. Et d'ailleurs, on sortira une étude très bientôt en mars. Je serais ravie de revenir pour t'en parler. Mais ce qu'on voit dans le classement qu'on a sorti la semaine dernière sur les métiers en forte croissance, tout ce qui est évidemment gestion du changement, forte accélération, puisque tout le monde doit être résilient aujourd'hui sur le marché du travail. Intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que notre métier va disparaître, ça veut dire qu'il faut l'intégrer dans notre activité professionnelle au quotidien et comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir évoluer en même temps que le marché du travail. C'est les deux que j'ai en tête. Et pour répondre à ta question sur le positionnement. Et pour répondre à ta question sur comment on travaille, je pense que je vais reprendre la base de notre stratégie. En gros, on a une stratégie qu'on a développée sur la base des 4 C, une méthode très américaine, mais qui au final fonctionne très bien pour le mémoriser. 1, on crée du contenu. Donc 1, on crée un rendez-vous quotidien, le récap actu, en bref, le soir, tous les jours, sur l'actualité économique, macroéconomique en général. Et là, c'est large, en fait. Là, c'est très large. L'idée, c'est voilà votre condensé, voilà ce que les professionnels disent sur cette actualité pour bien comprendre l'actualité, pour rester informé et consommer très rapidement du contenu. Si tu lis notre newsletter tous les jours, en soi, ça peut te suffire. Et en plus, ça donne une autre perspective puisque ça agrège des posts d'experts. Donc, tu peux aussi voir leur point de vue sur une actualité donnée. Le deuxième, c'est qu'on a toutes ces pages à la une qu'on crée et qu'on met à la une sur l'appli dans le moteur de recherche, mais qu'on met aussi en avant sur desktop, c'est-à-dire sur ordinateur tout en haut à droite. Et toutes ces pages à la une, pareil, synthèse de l'actualité où on agrège des posts de membres. On va aussi sortir plein de nouveautés sur l'actualité. Dans le fil d'actualité. Dans le fil d'actualité, j'ai compris ça. Dans le search, etc. Alors c'est quoi ? Ça arrive. Voilà. C'est dans mes questions. Hein. Moi, oui, parce que ça a été lancé aux États-Unis, ça a été très couvert. Donc en fait, on aura un module en lien avec l'actualité dans le fil d'actualité. C'est ça, mais ça va se présenter comme sur les États-Unis, comme aux États-Unis. C'est c'est dans le fil, on va avoir un module qui va apparaître en 3e, 4e position, c'est ça ? C'est ça, ça dépend de la position sur l'algorithme, mais il est plutôt en haut. D'accord, avec un carrousel ? Non, c'est plus vraiment en lien avec une actualité qui sera ciblée. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une actualité dans le secteur des médias, que tu ne travailles pas dans les médias, tu ne verras pas l'actualité. C'est ça, c'est en relation avec... On customise. Et du coup, ça m'amène justement sur le deuxième C. Donc, premier C, c'est on crée du contenu. Tu as parlé aussi des listes data journalisme, puisqu'on a une base de données qui est énorme. Donc, on fait les top companies, les top startups. On va revenir. Etc. Et ensuite, on fait de la curation de contenu. C'est ce dont on parlait et ça va être ça. Notamment sur la partie actualité. Ensuite, on fait ce qu'on appelle... C'est quand ? On a une idée de quand ça va être publié ? Non, pour l'instant, on va faire d'abord les pays anglophones de toute façon. D'accord. Et ensuite, après, ça va arriver en France. Mais en général, on développe assez vite. Donc, tu peux t'attendre à le voir assez rapidement. Mais pour l'instant, moi, je ne connais pas vraiment la date. Le troisième, c'est de tout ce qui est circulation du contenu. C'est-à-dire qu'on parlait... l'idée, c'est de toucher les membres partout. Donc, souvent, on me dit, mais où est LinkedIn Actualité ? Alors, certes, on a une page avec 3 millions de followers. Donc, ça, c'est la première porte d'entrée. Mais l'idée, c'est d'utiliser toutes les portes d'entrée de LinkedIn. Donc, on cible les personnes sur les notifications, la petite cloche sur l'appli. Ouais. Ensuite, tu reçois aussi des pushs régulièrement quand tu as une actualité dans ton secteur. Mais tout le monde ne les reçoit pas. C'est toujours ciblé. Ça peut être par email, ça peut être par in-mail, c'est-à-dire la messagerie interne à LinkedIn. Voilà, on a plein de points d'entrée. Et là, bien sûr, il y aura le fil d'actualité. Il y a plein d'endroits où on développe cette actualité. L'idée pour nous, c'est vraiment de cibler, d'apporter la meilleure information de qualité
agrégés pour les membres pour leur permettre de synthétiser l'information et les experts qui parlent de cette information au bon moment et à la bonne audience. C'est ça la partie circulation. Et après, il y a le 4e C, donc il y a création, curation, culture en bon français. Et ensuite, il y a une partie de culture du contenu, où là, la culture du contenu, c'est ce dont on a parlé avec tous les programmes d'accompagnement des journalistes, des dirigeants d'entreprise, des agences de communication et de relations presse, etc., tous les créateurs de contenu. L'accompagnement est une partie importante en fait de votre activité. L'objectif, c'est de faciliter le partage de connaissances et de développer ce partage de connaissances. Donc, plus on forme les personnes et les créateurs de contenu à comment partager une connaissance et cibler la bonne audience avec cette connaissance, plus notre mission est remplie. Alors, on va passer à l'exécution. Je le disais, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était juste après la sortie de ChatGPT. Sur ces actions donc de curation et aussi sur ces listes, comment vous travaillez et comment vous avez inclus en fait l'intelligence artificielle dans votre quotidien? Puis alors voilà, j'imagine que ça intéresse aussi évidemment les médias de savoir comment vous travaillez. Alors je rappelle, vous êtes donc au sein du groupe Microsoft, lequel est partenaire de OpenAI, a aussi développé ses propres solutions. Bon voilà, vous avez à portée de main beaucoup de technologies que vous pouvez injecter en fait dans LinkedIn. Alors en fait, on a toujours fait de l'IA puisque une partie de notre métier, je te parlais de nos 4 grandes missions, mais une partie de notre travail au quotidien, c'est quand même de travailler sur tous les systèmes algorithmiques qui sont au final des systèmes d'intelligence artificielle pour les éduquer. C'est-à-dire éduquer le système pour leur dire c'est quoi un bon contenu, c'est quoi une actualité, et ça on le fait dans plusieurs langues parce que très souvent c'est développé en anglais, donc il faut s'assurer que les modèles qu'on a développés d'algorithmes ou d'intelligence artificielle fonctionnent dans plusieurs langues. Ensuite il y a une deuxième actualité qu'on avait lancée il y a plus de 2 ans maintenant. On avait lancé des articles collaboratifs générés par l'intelligence artificielle. Donc là, on avait pris la liste des compétences les plus répandues sur la plateforme, sur laquelle on avait généré des articles qu'on avait évalués. Tous les articles ne sont pas passés. On s'est assuré avec un système d'évaluation assez précis derrière et sur lequel on a travaillé avec les ingénieurs. C'est-à-dire mon équipe a travaillé avec les ingénieurs pour s'assurer que c'était que des articles de qualité. Et ensuite, le but était pas tant l'article en tant que tel. Ce qui était intéressant, c'était surtout qu'on voulait des contributions d'experts pour ajouter à la base générée par l'IA. Parce que l'IA ne générait qu'une base. Et ensuite, ce qui était intéressant, c'était le partage d'expérience des membres pour dire, bah voilà, moi j'ai expérimenté ça, voilà un complément d'information qui peut être intéressant, etc. C'est pour ça qu'on a parlé d'articles collaboratifs. Alors, une petite parenthèse, on va revenir sur les autres sujets juste après, mais sur les articles collaboratifs. Donc, l'idée, c'était, les angles sont générés par l'intelligence artificielle, mais sont édités derrière par une équipe. Alors, on les édite pas. On avait plutôt un système, comme ça se fait beaucoup sur les systèmes d'IA, d'évaluation et des outputs. D'accord. Et ils sont proposés, alors je pense que tout le monde a reçu, vous êtes l'un des rares experts à être sollicité pour intervenir sur tel ou tel article collaboratif. Et il y avait, jusqu'à récemment, jusqu'à il y a quelques mois, une carotte assez importante quand même qui a très très bien fonctionné, même peut-être mieux fonctionner que ce qui était espéré initialement, c'est la possibilité d'avoir un badge Top Voice sectoriel. Top contributeur. Voilà. Alors c'est ça. C'est pas le même. C'est le saumon. Voilà. Si on participait à beaucoup d'articles collaboratifs, donc ça a été retiré parce que c'était une stratégie de gamification effectivement. Qui a très bien marché. De la contribution qui a très bien marché. Je tiens à dire que c'est pas un badge Top Voice. Le badge Top Voice, il est à part. Il est sur invitation de mon équipe seulement, sur invitation de l'équipe éditoriale, après avoir suivi une formation. Et en plus, on regarde plein de data pour s'assurer que les personnes publient régulièrement du contenu de qualité, s'assurer que les contenus qu'elles partagent sont conformes avec les politiques de notre communauté professionnelle, etc. Donc, on a toute une étape avant d'avoir le badge Top Voice.
qui n'était pas le badge contributeur, qui était fait vraiment sur la base de l'engagement sur les contributions, qui n'existe plus aujourd'hui parce que justement il y avait de la confusion avec le badge top contributeur et top voice. Certains top contributeurs sont devenus top voice quand ils remplissaient les critères, beaucoup ne sont pas devenus. Ouais. Et alors donc, mais j'avais 2 questions. C'est d'abord, est-ce que vous avez vu un reflux du nombre de contributeurs depuis qu'il n'y a plus cette carotte entre guillemets, enfin cette gamification, et quel bilan vous tirez de ces articles collaboratifs? Puis on reviendra aux listes, etc. Mais le bilan, c'est que on est, moi j'aime bien dire qu'on est, et je te l'avais déjà dit quand j'étais venue il y a un peu plus de 2 ans, on est un média conversationnel. Et donc, les membres, les experts qui partagent leurs connaissances le savent. Donc, quand ils partageaient une connaissance, ils partageaient avec leur communauté sur les articles collaboratifs et ensuite, ils créaient une interaction avec leur communauté. C'est la même chose quand nous, on fait des actualités ou pour les dirigeants d'entreprise. Le mieux et ceux qui rencontrent le plus de succès, c'est quand ils engagent une conversation avec leur communauté. Par exemple, un dirigeant qui ne réagit pas dans les commentaires ou qui laisse des commentaires sans réponse, son profil fonctionnera moins bien qu'un autre profil parce que du coup ça devient vraiment un média avec une information verticale et il va pas investir dans sa communauté professionnelle. Donc c'est la même conclusion et la même stratégie en général de développer ce média conversationnel avec des interactions sur la plateforme, c'est ce qui fait aussi la richesse des échanges. Mais vous continuez à le pousser, en fait, les articles collaboratifs, hein, vous estimez que c'est... Non, ils fonctionnent en autonomie. Ils fonctionnent en autonomie. Et donc, satisfait d'avoir déclenché de la conversation. Est-ce qu'il y avait d'autres objectifs? Et après, nous, notre objectif, c'est quand même que les membres viennent avant tout par le fil d'actualité. Donc, on n'avait pas vocation à faire que les articles collaboratifs restent le principal point d'entrée. Donc, et d'ailleurs, même le point d'entrée pour les articles collaboratifs est le fil d'actualité. On reste orienté sur le fil d'actualité. C'est la principale porte d'entrée pour les membres de s'informer là où ils passent le plus de temps. Donc, c'est important pour nous que tout passe par le fil d'actualité. C'est le cas aussi des vidéos, d'où l'expérience immersive avec vidéo pour vous, qui est dans le fil d'actualité au-delà de l'onglet, parce que c'est la première porte d'entrée, la page d'accueil, en gros, des membres tous les jours, que ce soit sur l'application mobile ou sur leur ordinateur. Alors, dans le cadre, effectivement, tu les as listés, des actions que vous menez dans ton équipe. Donc, il y a le récap, le récap actu. Le récap actu, en bref, le soir. Donc, récap actu, c'est le matin. En bref, c'est le soir. Ensuite, on a effectivement toutes les listes, on va en parler. La production de vidéos. Sur les listes, comment vous fonctionnez? C'est donc un travail de data journalisme, donc d'analyse. Justement, c'est fait aussi avec l'intelligence artificielle. Enfin, vous avez une équipe qui est centrale et qui va analyser les données de la plateforme. Quelle est la démarche en fait? Alors, on a une équipe de data journalistes, de data scientists, qui sont basés pour la plupart aux États-Unis, qui analysent les données. Donc, ils sont experts de façon très poussée. Et ensuite, on met en place une méthodologie parce que des données, on en a des milliards, des millions, etc. En plus, elles sont anonymisées, donc il faut arriver à analyser toutes ces données. Donc ensuite, on met en place pour chaque liste une méthodologie, en général sur plusieurs piliers. Donc ça va sur les données qui peuvent être sur les profils pour analyser les secteurs, l'augmentation des compétences, etc. Ensuite, ça va très souvent aussi sur l'analyse des offres d'emploi. Quelles sont les tendances sur les offres d'emploi? Mais c'est jamais un seul paramètre. C'est jamais que les profils, c'est jamais que les offres d'emploi. En général, on regarde toujours plusieurs paramètres pour s'assurer qu'on capture vraiment la tendance sur le marché du travail entre l'offre et la demande, en gros. Et ça nous donne une cartographie du marché du travail. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et après, on reçoit, nous, ces données avec l'expertise locale. C'est pour ça qu'on a des personnes dans chaque pays. On s'assure que les données paraissent cohérentes avec ce qu'on connaît du marché du travail ou des tendances qu'on a analysées en étant très proche des personnes sur le marché, de l'actualité sur le marché. Et ensuite, la troisième étape, c'est de faire ce qu'on appelle du data journalisme, c'est-à-dire sur la base des datas, comment on l'analyse, qu'est-ce que ça reflète du marché du travail, quelle est l'histoire qu'on raconte, ou plutôt quelle est l'histoire que les datas racontent. Et ça, c'est fait localement. Du marché du travail. Et ça, c'est toujours fait localement.
parce qu'il y a cette expertise. Et de toute façon, si c'était fait par exemple des États-Unis, la façon dont fonctionne le marché du travail est complètement différente de la France, ou de l'Inde, etc. Donc d'avoir cette expertise locale est très précieuse pour s'assurer qu'on fait une analyse pertinente des tendances. 130 éditeurs dans 14 pays. Voilà, c'est ça. Notamment. Et donc on peut les citer peut-être. Donc on a parlé de Job on the Rise, qui donc les nouveaux emplois, enfin en tout cas les emplois les métiers en croissance, en forte croissance, les top compagnies, les top startups. Quels sont les blockbusters, peut-être juste pour les citer sans rentrer forcément dans le détail? Les métiers en forte croissance, ça fonctionne toujours, d'autant plus qu'en janvier, en général, les membres s'interrogent sur s'ils doivent regarder une compétence particulière ou évoluer dans un certain métier ou se dire peut-être qu'il faut que je change ou que je me forme. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, on leur offre aussi des formations LinkedIn Learning. En français, on a plus de 2300 formations qui sont disponibles. Donc ça, c'est important de le rajouter en termes de contenu. Ensuite, on a évidemment Top Companies qui existe depuis toujours, que moi j'ai lancé il y a 8 ans exactement. Alors, qui est très lu par les qui est très lu par les dirigeants d'entreprise qui ont très envie, puisque évidemment ça contribue à leur marque employeur. Après, ils n'ont pas de contrôle. C'est-à-dire que c'est pas fait en fonction du chiffre d'affaires qu'ils dépensent chez nous, pas du tout. C'est vraiment fait sur la base des datas et on regarde même les profils des membres sur les évolutions de carrière, etc. On aurait peut-être pu préciser ça, parce qu'on l'avait dit lors de ton premier passage, ton équipe et alors tu m'avais expliqué qu'elle est côté produit et donc vous n'êtes pas dans les équipes marketing solutions. On n'est pas dans les équipes marketing. On les démarches commerciales vis-à-vis des clients ou les équipes talents qui ont des démarches aussi sur d'autres outils que vous proposez. On n'est pas dans les équipes commerciales qui vendent nos produits et nos logiciels. On n'est pas non plus dans les équipes marketing parce qu'on fait pas de marketing, on est vraiment un média. Et on n'est pas non plus dans les équipes communication puisqu'on fait pas de communication. On fonctionne comme une rédaction en toute indépendance. Et ça nous permet d'être objectifs sur le classement. Quand on reçoit les datas, c'est vraiment sur la base de data anonymisées, c'est pas basé sur l'argent dépensé sur LinkedIn. D'ailleurs, je n'ai aucune idée quand le classement Top Companies arrive de qui dépense quoi chez LinkedIn, et tant mieux. Il n'y a pas des coups de fil, des gens qui doivent appeler, non? C'est un peu comme dans les médias. Certains appellent et puis on leur dit voilà l'état de vos datas, après travaillez, ça passe. Et en plus, les données. T'as quelques appels, quelquefois un peu. Les données qu'on analyse, elles ne sont pas basées que sur les campagnes qui sont faites sur LinkedIn, elles sont aussi basées sur les activités des membres. Donc par exemple, pour Top Company, si les membres n'ont pas d'évolution de carrière ou des évolutions de carrière très lentes, voilà, ça a un impact sur le scoring dans Top Company. Et ça, c'est pas le sous contrôle de dépenses, c'est vraiment les politiques RH des entreprises ou de formation des entreprises. D'accord, vous analysez les CV, vous analysez aussi ce que les gens disent, non? Peut-être pas pour dire, si vous voyez que des gens parlent, on pourrait imaginer, analyser si les gens parlent mal de l'entreprise. On n'analyse pas le contenu. Le qualitatif. Voilà, le qualitatif. Par contre, on analyse s'il y a des engagements et si les personnes sont connectées entre elles et si elles sont connectées avec la page aussi. Et avec les pages entreprises. Oui. À titre d'exemple, mais on a 6-7 piliers à chaque fois qui sont assez complexes. Et ensuite, on a évidemment... Qui sont les mêmes un peu partout dans le monde, en plus, j'imagine. Qui sont uniformisés au niveau du monde, puisque l'objectif, c'est d'avoir une cartographie internationale et localisée pour que ce soit pertinent pour les professionnels, en l'occurrence ici en France. Et le troisième blockbuster, c'est évidemment Top Startup. Et Top Startup fonctionne très bien puisque c'est pareil, c'est les startups qui sont en forte croissance et qui sont très attractives. Donc cette année, par exemple, on avait évidemment Mistral AI qui était dans le classement. Voilà, et on a de plus en plus de startups en plus qui sont en dehors de Paris. Donc ça, c'est une vraie tendance, en tout cas qui moi me fait plaisir puisque je ne suis pas parisienne d'origine. Voilà. Alors, on va parler de l'accompagnement que vous faites des dirigeants, ça m'intéresse, et des badges Top Voice, ça intéresse aussi toujours tout le monde, évidemment. Mais peut-être avant ça, je reste un instant sur votre activité de média. Vous n'êtes pas en charge de la modération des contenus, c'est pas chez toi. Non, ça c'est une autre équipe de modérateurs qui sont spécialisés. Oui, alors comment ça marche la modération sur LinkedIn? Alors moi, j'ai pas ce domaine d'expertise, c'est pas mon domaine d'expertise, donc j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. J'ai des grandes lignes si tu veux, mais voilà. Vous avez des modérateurs humains qui on a des systèmes technologiques évidemment, et on a aussi des modérateurs humains
Et l'objectif pour nous, c'est de maintenir une communauté professionnelle de qualité, et deux, on a des politiques de la communauté professionnelle, et c'est de s'assurer que les gens suivent cette politique. Et ensuite, il y a des décisions qui sont faites par ces modérateurs si les gens ne les respectent pas. Voilà. Bon, ça ne va pas bouger, ça. Ça n'a pas bougé. Et je pense que ce qui est intéressant de dire aussi, il y a deux choses qui me paraissent intéressantes. On est sur LinkedIn. Et LinkedIn, c'est quoi? Au final, c'est des profils avec comme un CV qui vous permet de trouver un emploi, où il y a aussi votre manager, il y a votre dirigeant d'entreprise, etc. Donc, il y a quand même une forme de modération, d'auto-modération qui se fait toute seule, parce que les personnes ont bien compris que c'était une communauté et une plateforme professionnelle. Donc, ils échangent sur des sujets professionnels, et ça fait cette auto-modération. Et le deuxième point qui m'échappe complètement. C'est peut-être, je voulais parler de la confiance. C'est une plateforme dans laquelle le niveau de confiance est très élevé. C'est la plateforme où le niveau de confiance est le plus élevé en termes de trust. Bon, alors, tu me vois... Par cette politique, par cette communauté professionnelle qui finalement s'auto-régule aussi pas mal en amont de tout ce que nous, on peut faire. Tu me vois venir. Zuckerberg a annoncé, donc Meta, patron de Meta, effectivement, je crois qu'il a viré les modérateurs tout simplement sur la plateforme pour les États-Unis. Comment tu vois ça? Alors, je vais pas te mettre en difficulté, mais quand même, comment tu analyses ça de ton point de vue sur ce qui est en train de... Alors moi, je vais pas commenter la décision de Meta. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, comme je te disais, pour nous, c'est important qu'il y ait une communauté professionnelle de qualité qui apporte de la valeur ajoutée, avec des échanges qui soient conformes à nos politiques. Donc, on met tout en œuvre pour que ça reste ainsi. Et le deuxième point qui maintenant me revient, c'est que je pense que c'est important de dire aux membres aussi que les clés sont aussi entre leurs mains, sur la façon dont ils se comportent, mais surtout, en fait, si on va dans le fil d'actualité, si vous cliquez sur les 3 petits points, tu peux signaler qu'il y a ce contenu soit qui t'intéresse pas, donc tu veux plus le voir dans ton fil d'actualité. Donc, par exemple, si ça t'intéresse pas d'avoir des contenus carrière tout le temps, ou des gens qui s'auto-félicitent, tu dis que ça ne t'intéresse pas et tu ne les recevras plus. Donc, tu as une forme de contrôle sur ton fil d'actualité. Et 2, tu peux signaler un comportement ou un post qui te paraît inapproprié. Et ensuite, nos équipes regardent, pas les miennes, mais les équipes de modération dont tu as parlé, si c'est conforme à nos politiques de confidentialité. Je te dis ça parce que du coup, les membres sur LinkedIn ont quand même un rôle super actif qu'ils jouent et à jouer pour préserver cette communauté professionnelle qui, jusqu'à présent, fonctionne plutôt bien en termes de qualité. Et encore une fois, on est une plateforme de partage de connaissances, et ça, je pense que personne ne le débat. Alors on y va, on va venir sur les... je fais attention au temps parce que je sais que tu as des choses derrière. Donc venons sur l'accompagnement des dirigeants. Donc vous formez les dirigeants au meilleur emploi de LinkedIn, les dirigeants et les experts au meilleur emploi de LinkedIn. Et puis, il y a ce programme Top Voice aussi, qui est un programme qui fonctionne, tu l'as dit tout à l'heure, par une logique vraiment de sélection par vos équipes des personnes que vous souhaitez promouvoir sur un certain nombre de critères. Peut-être un mot sur d'abord comment vous accompagnez les dirigeants. Alors, on les accompagne, c'est un peu comme le programme sur les médias. On a plusieurs stratégies, mais il y a des programmes d'accompagnement des plus grandes entreprises, le CAC 40, la SBS 20, la French Tech, etc. Il y a aussi d'organismes type la French Tech, justement, où, en gros, on va aller accompagner leur comité exécutif et leurs équipes de communication et ou marketing pour qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne et quelles sont les attentes en termes de partage de connaissances. Voilà. Puis ensuite, une fois qu'ils remplissent les critères, mais encore une fois, c'est pas un acquis ni un donné, et c'est pas non plus basé sur la base des sommes qui peuvent se dépenser sur LinkedIn. Une fois qu'ils remplissent des critères très factuels de qualité de contenu, de rythme de production de contenu, on leur donne le badge Top Voice.
Alors, on va revenir sur les Top Voice, est-ce que ça vous arrive de solliciter aussi des tribunes que vous allez ensuite mettre en avant via votre programme LinkedIn Actualité? Est-ce que c'est des choses que vous faites? Non. Vous êtes exclusivement dans la curation On est exclusivement dans la curation parce qu'en fait, on a tellement de posts à jour. LinkedIn, toutes les minutes, c'est 1,5 million de contenus publiés. Donc, on n'est pas en pénurie de contenu. Par contre, moi, ce qui intéresse mon équipe, c'est vraiment l'actualité. S'assurer que cette actualité, elle va très rapidement dans toutes les portes d'entrée que LinkedIn peut offrir. C'est ce que je te disais tout à l'heure, les notifications, les emails, les push, le feed d'actualité, etc. pour s'assurer que les membres sont informés le plus rapidement possible sur les domaines qui les intéressent. Donc là, on est un peu plus proactif, c'est-à-dire qu'on s'assure que les entreprises et les dirigeants d'entreprises qu'on accompagne ont compris comment ça fonctionnait et qu'elles peuvent nous signaler s'il y a une actualité qui arrive parfois sous embargo et ou dès qu'elle sort pour qu'on puisse la distribuer. Et pareil, c'est sans contrepartie financière. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi dire non, cette actualité, on sait rien, nous dire que c'est la dernière campagne sur tel parfum, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Donc, par contre, si c'est une actualité pour nous dire il y a telle transformation dans tel grand groupe ou tel CEO qui démissionne ou les résultats d'une grande entreprise, c'est intéressant. Ça intéresse les salariés, ça intéresse les investisseurs, ça intéresse les fournisseurs, etc. Donc, c'est intéressant et puis ça intéresse les concurrents aussi. Donc, c'est intéressant de la distribuer le plus rapidement possible. Donc, c'est ça le focus de mon équipe. Est-ce que dans l'accompagnement que vous faites des dirigeants, vous voyez aussi de plus en plus de dirigeants lancer leur propre newsletter parce qu'on n'a pas parlé encore des newsletters, c'est un véritable carton sur LinkedIn. Alors, je crois que... je peux te donner les chiffres si tu veux, parce que je les ai en tête. On a plus de 225 000 newsletters sur la plateforme à travers le monde, donc ça a très très bien marché. Et au total, au niveau international, ça fait plus de 115 millions de followers sur ces newsletters, d'abonnés. Ouais, et c'est important comme chiffre parce que le système de la newsletter, en fait, la première newsletter, quand vous la publiez, ça envoie une notification à tous vos abonnés. Tous les abonnés. Donc, les personnes peuvent s'abonner. Et une fois qu'elles sont abonnées, la newsletter a une communauté à part. Elle a sa communauté d'abonnés. Et à chaque fois que vous publiez, pareil, les abonnés à la newsletter reçoivent une notification. Donc, c'est intéressant. Après, il faut avoir une stratégie. C'est-à-dire que si on la découpe, cette stratégie par format, la newsletter, c'est bien s'il y a une récurrence, donc il faut s'engager, parce qu'il ne s'agit pas d'en publier une, puis de laisser une communauté sans plus jamais parler du sujet. Ensuite, il faut avoir un sujet avec une réflexion un peu plus approfondie. Oui, parce qu'il n'y a pas de limite de taille de caractère. Il n'y a pas de limite de caractère, ça utilise le format article, donc on peut aller un peu en profondeur dans les sujets. Et en plus, quelqu'un qui s'abonne à une newsletter, il peut la sauvegarder, il sait que ça va lui prendre du temps pour consommer cette connaissance ou en tout cas s'informer sur ce qui est partagé. Voilà. Après, quand on arrive dans la vidéo, encore une fois, c'est des formats courts. Je pense qu'il y a vraiment un objectif, au-delà d'informer sur une actualité, il y a vraiment un objectif d'authenticité. On parlait des nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Elles sont vraiment en recherche de savoir qui est le dirigeant d'entreprise et elles n'iront pas dans une entreprise où c'est abstrait. Quelles sont les valeurs de l'entreprise et est-ce qu'elles sont vraiment incarnées par le dirigeant. Donc, il y a cette notion de faire des formats plus accessibles, presque plus drôles et plus humains pour humaniser tout, soit une marque, soit une entreprise, et surtout humaniser ces dirigeants d'entreprise qui sont au final comme toi et moi. Et on peut coupler les deux, comme votre patron, qui fait en fait une newsletter dans laquelle il diffuse un podcast vidéo, et il fait des capsules vidéo courtes, verticales, pour renvoyer vers sa newsletter et générer plus d'abonnements. Enfin, en fait, il a une série vidéo qui s'appelle The Path. Oui, The Path. C'est le cas aussi pour Dan Ross, qui est notre executive editor, qui a un podcast et une émission qui s'appelle This is Working. Donc, en fait, c'est des formats longs et ensuite, on les redécoupe en format court sur les différentes thématiques. Et ensuite, le tout est synthétisé dans une newsletter pour que les personnes, notamment les followers de la newsletter, puissent consommer tous ces contenus quand ils ont le temps de le faire. Il y a des projets pour faire ça en France aussi ? Il y a des projets. On est en train d'y réfléchir. J'avais une newsletter qui s'appelait Les Inspirantes. Ça ne sera pas le même format, mais on
on y réfléchit activement pour justement lancer des vidéos, voilà, sur lequel je serai. Et après, quand je suis pas là, parce que je voyage beaucoup pour mon métier, ce sera quelqu'un de la rédaction qui prendra le relais. Alors, un mot sur... suivez la page LinkedIn Actualité, j'ai envie de dire comme ça. Alors, vous les aurez tous en avant-première. On va suivre LinkedIn Actualité et ton profil, Sandrine Chauvin. Un mot sur les badges Top Voice, évidemment, parce que c'est très important. Alors, il y en a quelques milliers maintenant sur le marché français, c'est ça ? Ah oui, il y en a plusieurs milliers. Ouais. Plusieurs milliers, d'accord. Et donc, c'est un choix qui est fait par votre rédaction et on peut candidater. On peut candidater. Voilà. C'est ça. Mais si on ne candidate pas, vous allez quand même détecter... on a aussi des systèmes qui nous remontent sur la base de data, puisqu'on regarde la cadence de publication, la qualité des contenus, l'engagement sur les contenus, etc. Et donc, du coup, on reçoit des datas et ensuite, on regarde les listes, ceux qui remplissent les critères. Voilà. Est-ce que ça a un impact sur... Et si les personnes qui veulent voir les critères, parce que je ne vais pas les détailler là, on a une page sur le Help Center. Oui. Juste en cherchant sur Google ou en allant sur le Help Center, vous allez trouver, il y a tous les critères qui sont détaillés. Et tous les 6 mois, on revisite cette badge. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le badge, c'est pas ad aeternam vitam. Tous les mois, on refait tourner nos systèmes de calcul avec nos data scientists pour s'assurer que les personnes continuent à remplir les critères. Donc, il y a des gens qui ont perdu leur badge. On peut perdre le badge. Ouais. Ils ont perdu les épaulettes, là. Oui, mais on les prévient. Hein. On ne fait pas ça du jour au lendemain sans leur donner une alerte, quoi. Bon, me faites pas ça. Donc, je dis ça. Si tu remplis les critères, c'est comme tout le monde. Ouais, je vais aller voir la page pour vérifier. D'accord. Et est-ce que ça a un impact, le fait d'avoir un badge Top Voice? Est-ce que vous voyez dans les datas un impact avant-après sur au-delà du côté un petit peu prestigieux? Est-ce qu'il y a un impact? Alors, il y a un impact sur la visibilité donnée. D'abord parce que ça veut dire que nous, on est en lien avec tous ces profils et tous les contenus qui sont publiés. Donc, c'est des contenus qu'on utilise régulièrement, voire tous les jours, dans la curation de contenu qu'on peut faire. Et ensuite, c'est des profils qui sont suggérés de façon un peu plus poussée. Voilà. Et du coup, ça entraîne une augmentation des followers un peu plus rapide. Tu l'as peut-être noté sur ton cas personnel. Ouais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a aussi une réponse plus systématique aux commentaires qu'on peut poster, par exemple, parce qu'en fait, quand quelqu'un publie un contenu et qu'il reçoit un commentaire de quelqu'un qui a un badge Top Voice, il va avoir plus facilement tendance à lui répondre. Enfin, moi, il y a effectivement, il y a plus d'interaction, effectivement. Les messages qu'on va poster sont plus lus du fait du badge. C'est vrai. Il y a cet effet. En fait, ça donne. C'est marrant, tu vois, j'ai fait récemment un voyage en Inde. Et les Indiens attachent beaucoup d'importance à la crédibilité des profils. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, indirectement, le badge Top Voice donne cette crédibilité qui ensuite permet de développer une notoriété. Mais ça donne une crédibilité. Et c'est pour ça que pour nous, c'est très important de vérifier les critères, notamment de qualité de contenu. Parce que du coup, à partir du moment où on donne ce badge qui donne une forme de crédibilité, voilà, les personnes vont par défaut ou immédiatement faire confiance à ce que la personne dit. Donc c'est pour ça qu'on est un peu précis et tatillon et qu'on réévalue tous les 6 mois ce qui est fait. Alors, on arrive presque à la fin. On va parler des chiffres du succès. Alors, tu m'as aidé. Tu m'as aidé, je dois dire, parce que tu as publié récemment un récap des chiffres de 2024. Donc, on l'a dit, 3 millions de membres, enfin 2,8 millions de membres pour LinkedIn Actualité, qui est l'une des pages qui est gérée par ton service, celle qui nous intéresse, celle qui est en France. J'ai regardé avec, effectivement, lors de notre dernière discussion, il y a un petit peu moins de 2 ans, on était à 1,8 million. Donc belle progression, quasiment x2. Bravo à mon équipe France, honnêtement. Voilà. Ils travaillent beaucoup. On développe toujours plus de listes. On parlait des listes. On en a une par mois maintenant de listes sur la base de la cartographie du marché du travail, des compétences, aux skills, aux employeurs, etc. C'est beaucoup de travail. Oui, 1100 postes. Exactement. On a développé aussi plein
plein de verticales. On parlait de la santé, on parlait de la grande distribution. On est aussi très puissant dans la tech, la finance, etc. Et aussi même sur les associations qu'on accompagne. Et ça, c'est grâce à l'équipe de journalistes et de community managers. On a aussi énormément accéléré sur l'accompagnement des dirigeants d'entreprises, puisqu'on accompagne des centaines d'entreprises. Et là, je te parle d'une équipe. En France, on est 11, moi inclus. Donc voilà. Donc, ils travaillent d'arrache-pied pour développer tout ça. Et les chiffres le montrent. Donc voilà. Et puis, tout ça sous l'impulsion de notre rédacteur en chef, Medine Ramdani. Si vous le connaissez pas, allez le suivre. Il est formidable. Et puis, du coup, il mène toute cette équipe qui a une super activité. Alors, je disais, donc, 1100 postes. Vous étiez à 15 postes par jour quand je t'avais posé la question il y a un an et demi. Donc, c'est une vraie progression. Alors, tu disais dans ton récap, 193 000 réactions, 51 000 commentaires. Alors, nous, on regarde toujours le ratio du nombre de réactions, enfin, combien de réactions il faut pour avoir un commentaire. Vous êtes à 3,8 réactions pour obtenir un commentaire. C'est des scores d'influence très élevés. Sur certains marchés, il faut jusqu'à 50 réactions pour obtenir un commentaire. Oui, on regarde ça dans les... T'es en train de nous dire qu'on est la page la plus influente sur LinkedIn en France. C'est très bien, bravo, félicitations. Il y a sur les republications, on peut faire un petit... Mais c'est 83 réactions pour une republication, c'est pas mal. Quand on se reparlera... Qu'est-ce que tu mets dans les réactions? C'est les likes, les republications. Alors, les republications. Comment vous êtes republié par votre audience, voilà. Et donc, on regarde ce ratio-là aussi, c'est toujours intéressant pour voir un peu effectivement comment les contenus peuvent vivre sur la plateforme. Après, nous aussi, les contenus, ils vivent par toutes les activités de circulation qu'on a. C'est-à-dire que nos contenus, et c'est vrai, on parlait des Top Voice aussi, on utilise leur contenu, leur post directement. Bien sûr. Et pas que les Top Voice, ça peut aussi être des experts qui ont suivi nos programmes de formation. Juste un point que je précise, on a aussi sorti un site pour les personnes qui aspirent à devenir Top Voice ou qui aspirent à devenir experts dans nos programmes, où ils peuvent s'auto-former. Qui s'appelle Build Your Voice. Build Your Voice. Voilà. Ouais, donc pour l'instant, il est en anglais. On est en train de le mettre en français d'ici un mois et demi. Il va sortir en français. Donc comme ça, vous pourrez vous former. Ça vous permet aussi même d'updater votre profil. Enfin voilà, il y a toutes les bases à bien connaître. Je te dis ça parce qu'ensuite, tous ces contenus-là, que ce soit des Top Voice, pas des Top Voice, ou que ce soit les contenus d'actualité, on utilise tous les canaux de distribution dont j'ai parlé, de la notification aux emails, etc., pour les distribuer. Donc il y a aussi de la place pour tout le monde dans ce canal-là, mais ça explique aussi le fort niveau d'engagement qu'on peut avoir sur les posts LinkedIn actualité et du coup la forte influence qu'on peut avoir puisqu'on a accès à ces outils de ciblage qui sont très puissants. Alors peut-être une dernière question avant de parler rapidement de ta routine, parce que là on est en train de dépasser légèrement le temps attribué. Dernière question sur 2025. On a parlé donc de ce qui va se passer sur la plateforme LinkedIn. Et au niveau de ton service et des actualités, quels vont être les enjeux principaux? D'autres thématiques que vous allez lancer, peut-être d'autres lancements de newsletters thématiques ou qu'est-ce que tu vois comme enjeu principal? On est plus en phase vraiment d'accélération et de consolidation, donc sur l'actualité qui va rester un pilier très important et qui va se développer encore plus partout sur LinkedIn. On parlait de la bannière actualité. Ensuite, le deuxième pilier, c'est évidemment la vidéo sur lequel on accélère et sur lequel ça va se développer, sur lequel on va former plus en plus de personnes et qui vont être distribuées de plus en plus fortes. Donc, c'est aussi le moment de rentrer sur la vidéo parce que comme on démarre, les parts du gâteau, si je peux dire, sont intéressantes à prendre vraiment maintenant. Toujours des lives aussi? Pour nous, les lives et la vidéo, c'est un peu traité de la même façon. Ça reste, d'accord. Voilà. Et ensuite, le troisième pilier, c'est tout ce qui est contenu premium. Est-ce qu'on offre une expérience exclusive et quelle est l'expérience exclusive qu'on offre à nos membres premium? Donc, par exemple, on a des invités stars qui viennent parler à nos membres premium de leur parcours professionnel et échanger avec eux, type Richard Branson récemment, qui est venu parler avec notre audience. D'accord. Disponible uniquement pour les gens qui sont abonnés. Uniquement pour les gens qui sont abonnés. Abonnés, enfin, qui ont un abonnement premium. C'est ça. D'accord. Exactement. Et, le quatrième pilier, en fait, on est devenu aujourd'hui... et on a pour ambition de devenir le plus grand média, et on l'est déjà avec les chiffres que tu as développés, mais le plus grand média et la plus grande plateforme de contenu
au monde. Donc, on est en bonne phase. Et aujourd'hui, on a les équipes LinkedIn contenu, LinkedIn Learning, où il y a plus de 22 000 cours à travers le monde qui sont disponibles en e-learning, plus de 2000 cours en français qui ont rejoint l'équipe éditoriale. C'est chez toi maintenant? Pas chez moi, mais en tout cas, c'est chez Dan Ross. Et notre ambition, ça va être vraiment de voir comment aussi tous ces contenus en lien avec le learning, ce qu'on faisait déjà sur les listes, peut servir soit une audience premium, soit une audience plus large pour s'assurer qu'une fois qu'on a fait la cartographie du marché du travail, l'actualité, que ça puisse alimenter le fait de se former. C'est-à-dire, on a expliqué, les membres veulent s'informer. Mais après, une fois s'être informé, il faut qu'il passe l'étape de se former. Alors Sandrine, toute dernière question. Qu'est-ce qui a changé dans ta routine éditoriale dans les 2 ans qui viennent de passer? Tu m'avais parlé de France Inter, du groupe Radio France, mais des grands journaux français et internationaux, le New York Times aussi évidemment, et bien sûr les Échos en France. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont invitées dans ta routine quotidienne? Alors, tu m'avais parlé aussi des newsletters, LinkedIn. Les newsletters, je pense que je passe plus de temps sur les vidéos pour comprendre comment fonctionne, bien comprendre comment fonctionne le marché de la vidéo. J'ai commencé ma carrière en télé, donc c'est pas un monde qui est complètement inconnu pour moi, mais en tout cas de me mettre à jour sur tous ces nouveaux formats qui se développent. Tu passes du temps sur TikTok? Entre autres. Voilà. Mais je passe aussi du temps sur LinkedIn pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne en termes de vidéos sur la plateforme, puisque c'est quelque chose qui est nouveau pour nous. On l'a pas dit, dans le carrousel de vidéos qui est disponible depuis l'application LinkedIn, mais tu me l'avais dit dans le cadre d'une autre interview qu'on a fait récemment lors du B2B Live 2024, donc une partie des vidéos sont sélectionnées par ton équipe. Voilà, il y a une sélection qui est automatisée. Il y a une expérience algorithmique sur la base des informations qui sont pertinentes pour vous, enfin pour chaque membre. Et ensuite, il y a une partie qui est plus large. En fait, l'idée, c'est derrière de dire il y a beaucoup de choses et d'informations où on ne sait pas qu'elles seraient intéressantes pour nous de les savoir. Et pourtant, elles vont nous intéresser. Donc, c'est là que nous, notre équipe, on rentre en jeu et on injecte ces informations pour vous dire, voilà, cette information, elle va sûrement vous intéresser parce que soit elle impacte votre pays, soit votre secteur, soit votre région, soit votre entreprise, soit votre ville, à titre d'exemple. Donc voilà, après, ça reste toujours la même chose. Là, je suis arrivée, j'écoutais France Info. En direct, voilà. J'ai entendu. Voilà, exactement. Et ensuite, je continue, France Inter, ça dépend ce que je cherche. Et après, je continue à consommer des médias type les Échos, Le Monde, le New York Times, etc. pour suivre ce qu'ils font et les actualités aussi des entreprises, puisqu'on accompagne des dirigeants. C'est quand même important de savoir où est-ce qu'ils évoluent, comment ils évoluent et quelles sont les actualités. Et en plus, on travaille avec tous ces médias-là. Donc, c'est important aussi de savoir comment ces médias-là évoluent. Et après, je pense que je consomme aussi plus d'audio, plus de podcasts. Mais c'est peut-être aussi parce que je passe plus de temps dans les aéroports et les trains, etc. Donc, du coup, j'ai du temps où je prends le temps de le faire. Donc voilà ma routine quotidienne. Des podcasts qui désormais peuvent être poussés aussi au format vidéo sur LinkedIn. Exactement. Grâce effectivement à tout ce qui est. Sandrine Chauvin, merci beaucoup. Et donc on souhaite un grand développement encore en 2025 pour LinkedIn News et toutes les démarches que tu nous as décrites aujourd'hui. On peut bien sûr te suivre sur LinkedIn. On peut suivre aussi LinkedIn Actualité. Donc si c'est pas déjà fait, c'est une grande page. Et donc merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode de Story of Stories. Merci à toi.